Bonjour, nous continuons le cours que nous avions commencé il y a donc 2 semaines sur la diversité génétique et l'évolution génétique des populations. On avait vu qu'il y avait des versions des gènes différentes, qu'on appelait des allèles, et que certains individus qui héritent d'un allèle au hasard géniteur ou qui se reproduisent plus font qu'on peut avoir des variations entre les générations des proportions des allèles. Ça, c'est ce qu'on a vu en théorie. Pour comprendre cela, il y a eu des mathématiciens qui ont fait des modèles mathématiques. Le modèle mathématique le plus célèbre, c'est le modèle d'un mathématicien anglais qui s'appelle Hardy, et qui s'est aperçu qu'un autre professeur allemand avait créé ce même modèle quelques années avant lui, qui c'était M. Weinberg, et du coup, ils ont construit un modèle qu'on appelle aujourd'hui le modèle de Hardy-Weinberg. Ce modèle dit quoi? Ce modèle va utiliser une approche probabiliste. Je vais raisonner en termes de probabilité sur savoir ce qui se passe dans les fréquences alléliques au cours des générations. Ce modèle est un modèle qui montre que si nous avons les limites mathématiques qui font que le modèle est juste, les fréquences alléliques restent constantes au cours des générations. Qu'est-ce que ça signifie? Que les fréquences alléliques restent constantes autour de génération. Ça veut dire que si j'ai un allèle qui est présent dans une proportion P dans une population, la génération suivante, il sera toujours présent dans la proportion P, 2 générations après, il sera toujours présent dans la proportion P, etc. Ça, c'est le modèle d'Hardy-Weinberg. Comment il fonctionne? Pour comprendre comment il fonctionne, je vais vous prendre un exemple avec deux allèles simplement, un allèle grand A et un allèle petit a présents dans une population. Chacun a deux allèles, on peut avoir deux allèles grand A, deux allèles petit a, un allèle grand A, un allèle petit a. Je prends donc deux modèles, enfin deux allèles, grand A, petit a. Chacun est réparti dans les populations avec une fréquence P et une fréquence Q. Si j'ai un spermatozoïde, j'ai la probabilité P qui soit grand A et la probabilité Q qui soit petit a. Même chose pour l'ovule. Si je veux savoir combien d'individus à la génération suivante vont avoir le génotype grand A, ben, il faut que le spermatozoïde soit d'allèle grand A, j'ai une probabilité P. Il faut que l'ovule soit également d'allèle grand A, j'ai également une probabilité P. Donc je vais avoir la probabilité de grand A qui est P fois P, P2. Pour petit a, même exercice, hein, l'ovule doit être petit a, le spermatozoïde doit être petit a, j'ai chaque fois une probabilité Q. Donc pour avoir la probabilité de petit a, c'est Q au carré. Et si je veux avoir un gamète, enfin un allèle grand A, un allèle petit a, il faut que j'ai par exemple le spermatozoïde qui soit grand A et l'ovule petit a, c'est probabilité P pour le spermatozoïde fois Q pour l'ovule. Mais je peux aussi avoir mon ovule qui est grand A et mon spermatozoïde petit a. Parce que j'ai P pour l'ovule et Q pour le spermatozoïde. Donc j'ai P fois Q plus P fois Q, qui fait donc 2P fois Q. Ça, c'est les valeurs que l'on va retrouver dans la population. Si je mesure les génotypes de la population, je vais normalement retrouver ces proportions-là. À la génération suivante, donc à la génération qui est la troisième génération, qui est celle des enfants de la population dont je calcule les proportions. Je vais essayer de déterminer quelles vont être les proportions des allèles. Mon proportion, par exemple, de l'allèle grand A, bah, c'est la proportion de ceux qui ont l'allèle grand A et grand A, plus la moitié de ceux qui ont grand A, petit a. Pourquoi seulement la moitié? Bah, parce que vous voyez que ici, j'ai qu'un seul des deux allèles qui est grand A. Donc ma proportion, c'est tous ceux qui ont grand A, et la moitié, en probabilité, de grand A, petit a. Je remplace par les valeurs que j'ai obtenues précédemment. La fréquence de grand A sur grand A, c'est P au carré. La fréquence de grand A petit a, on l'a vu, c'est 2P fois Q. Ceci, je peux simplifier. 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc on a P2 plus P fois Q. Je factorise P pour mieux voir. J'ai P facteur de P plus Q. Or, P plus Q, c'est la probabilité dans toute la population, parce que je n'ai que deux allèles. P plus Q, c'est forcément égal à 100%, donc c'est forcément égal à 1. Donc au final, ma fréquence d'allèle grand A est égale à P. Or, on avait vu qu'au départ, dans les générations précédentes, la fréquence d'allèle grand A, c'était P. Donc, de génération en génération, lorsqu'on suit le modèle de Hardy-Weinberg,
on obtient une fréquence des allèles qui est constante, qui ne change pas. Ça va être vrai lorsque les limites du modèle mathématique vont être suivies. C'est extrêmement important, hein, ce modèle, il n'est valable que lorsque ces limites sont suivies. Les limites du modèle Hardy-Weinberg, il y en a plein, elles sont résumées ici. Premièrement, je n'ai pas de sélection, c'est-à-dire que je vais avoir n'importe quelle forme et morphotype qui va être acceptée et qui, dans les proportions, ne vont pas changer. Je n'ai pas de mutation, parce que forcément, si j'ai une mutation, j'ai l'apparition d'un nouvel allèle, le nouvel allèle va prendre de la place, donc va changer les fréquences alléliques. Donc je n'ai pas de mutation dans mon modèle de Hardy-Weinberg. Je n'ai pas de migration. Pourquoi pas de migration? Parce que pendant que une partie de la population migre, par exemple traverse le fleuve ici, eh ben, elle va emporter avec elle une partie des gènes qui n'est pas forcément exactement la proportion initiale, et donc on change les proportions des allèles. Donc pas de migration. Une population de taille infinie. Ce n'est valable que si la population est de taille infinie. Dans la pratique, il n'y a aucune population de taille infinie. On estime que si la population est de taille suffisamment grande, on est à peu près dans les conditions de l'équilibre de Hardy-Weinberg. Enfin, dernière chose, ce qu'on appelle une panmixie en français, c'est-à-dire une reproduction au hasard. N'importe quel individu a une chance de se reproduire avec n'importe quel individu de sa population. Ça, c'est possible, ces populations se mélangent totalement. Donc, le modèle qui est ici assimile la probabilité d'un porteur d'un allèle de se reproduire à la fréquence de cet allèle dans la population. Autrement dit, si j'ai un allèle A, on va avoir un spermatozoïde A qui va donner un descendant qui aura cet allèle A, et ça ne dépend que de ma proportion de l'allèle dans la population. Cette assertion, qui paraît logique, elle n'est exacte que si la population est de taille infinie, que les fréquences alléliques ne sont pas perturbées, je n'ai pas de migration, je n'ai pas de mutation, etc. Que chaque individu possède une chance identique de se reproduire, et que la population se mélange complètement pour se reproduire, ce qu'on appelle la panmixie. Vous vous doutez bien que dans la nature, nous n'avons pas toujours ces conditions, loin de là. Et en fait, le modèle de Hardy-Weinberg n'est pas tellement utilisé pour prouver qu'il est exact, mais pour prouver au contraire que les proportions changent, que l'on n'a pas les fréquences que l'on devrait avoir, et donc qu'il y a l'une de ces conditions qui n'est pas respectée. On utilise en fait le modèle Hardy-Weinberg pour prouver qu'il y a un changement dans les fréquences des allèles. Et ce changement dans les fréquences des allèles, c'est ça que l'on appelle l'évolution. L'évolution, c'est un changement de fréquence des allèles. Donc, dès que le modèle Hardy-Weinberg n'est pas respecté, j'ai évolution. C'est à ça que nous sert le modèle Hardy-Weinberg. Alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait ne pas être respecté? Pour n'importe quelle de ces raisons. Déjà, si j'ai des mutations, ça c'est simple à comprendre, je mets un nouvel allèle, donc j'ai forcément des changements dans les fréquences alléliques, vu que j'ai un nouvel allèle qui est apparu. On va avoir également un petit peu tout ça. Alors le point qu'on va voir, c'est au niveau de la sélection, qui est ici pour commencer. On va voir les autres après. Au niveau de la sélection, je vais avoir parfois des cas où je vais avoir ce que j'appelle une sélection naturelle. On a vu ça en seconde, je vous le rappelle, hein, mais on a déjà vu ça en seconde. Un exemple de sélection naturelle, ça va être ici. Vous avez des papillons de nuit qu'on appelle des phalènes. Ici, vous avez des phalènes de la même espèce. Il y en a qui sont plutôt blancs, il y en a qui sont plutôt noirs. On ne les distingue pas très bien. Vous voyez, il est noir. On s'est aperçu en Angleterre qu'il y avait donc au 19e siècle et au 20e siècle, on s'est aperçu qu'il y avait des régions d'Angleterre dans lesquelles j'avais beaucoup plus de phalènes blancs, voire que des phalènes blancs, et d'autres où j'ai beaucoup plus de phalènes noires, voire que des phalènes noires. Pourquoi? Les phalènes vivent principalement sur le bouleau. Le bouleau est un arbre qui a une écorce blanche. Mais au 19e siècle et au 20e siècle en Angleterre, on avait beaucoup d'industries, notamment des industries polluantes qui rejetaient de la fumée noire. Les troncs des bouleaux, du coup, dans ces régions-là, devenaient noirs. Or, les phalènes peuvent être mangées, par exemple, par les oiseaux. Si j'ai un tronc noir, comme ici, parce qu'il est sali par la fumée, le prédateur verra beaucoup plus les phalènes blanches. Donc mangera préférentiellement les phalènes blanches. Ces phalènes blanches, du coup, auront moins de temps pour se reproduire. L'allèle sera moins présent, et dans la génération suivante, on aura beaucoup plus de phalènes noires. A l'inverse, dans les zones non polluées,
où le phalène noir se voit beaucoup plus que le phalène blanc sur les bouleaux, ce sont les phalènes blancs qui se reproduisent plus. Ça, c'est un exemple de sélection. Sélection par la prédation. Il y a une autre sélection qui est une sélection qui contre la panmixie, qui est une sélection sexuelle, qui va donner des choses très étranges. Vous voyez ici, on a à chaque fois un mâle, une femelle de la même espèce et qui sont très différents. Pourquoi? Parce que les femelles ont préféré se reproduire avec des mâles qui présentent des attributs très voyants. Ici avec des cornes très voyantes, ici avec une roue très voyante. Ces adaptations sont défavorables. Le mâle ici a du mal à se déplacer, le mâle pan a du mal à voler, à échapper aux prédateurs, etc. Mais comme les femelles se reproduisent principalement avec les mâles qui ont les caractéristiques les plus extravagantes, à la fin, nous avons que des caractéristiques extravagantes, c'est ce qu'on appelle de la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, c'est le fait que les caractéristiques des mâles soient favorisées de manière extravagante. Ça, c'est la sélection. En seconde, nous avons également vu autre chose qui s'appelle la dérive génétique. La dérive génétique, c'est le fait que, au hasard, par reproduction, comme on n'a pas une population de taille infinie, on peut avoir de la génération d'après, totalement au hasard, des allèles en moins grande quantité, voire qui disparaissent. Et plus la population est petite, plus la dérive génétique sera importante. On avait vu ça en seconde, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est également une force évolutive. Tout ça pour dire que le modèle Heidelberg est utilisé pour ces écarts. À chaque fois qu'on a un écart, c'est un défaut des conditions du modèle Heidelberg. Et ça montre l'existence de forces évolutives. Par exemple, la sélection, naturelle ou sexuelle, enfin naturelle, qu'elle soit sexuelle ou non, la dérive génétique, les mutations, etc. Ça, c'est notre partie pour expliquer l'évolution. L'évolution, c'est ça, c'est un changement de fréquence allélique. Alors, il n'y a pas que les changements de fréquence allélique, on verra un peu plus tard, mais une grosse partie est liée au changement de fréquence allélique, donc aux écarts au modèle de Hardy-Weinberg. Il y a un autre point qu'on doit aborder, maintenant, ça va être l'action de l'humain sur la biodiversité. On a déjà parlé en seconde, donc vous allez voir, on va aller assez vite. L'idée, c'est de voir que les activités des humains ont un impact très important sur la biodiversité. Pourquoi? Parce que les activités des humains ont des conséquences sur les écosystèmes. Si j'ai une conséquence sur l'écosystème, j'ai une conséquence sur la biodiversité de l'écosystème et du reste de la planète. Quelles sont nos actions qui vont agir sur les écosystèmes? Tout d'abord, on va avoir la pollution, c'est-à-dire le changement des conditions physiques et chimiques d'un endroit, qui peut avoir des effets extrêmement dramatiques. Plus important que la pollution encore, on a la destruction des habitats. Le fait qu'on détruise des forêts, des marais, des rivages, des lacs, etc., qu'on détourne des rivières pour pouvoir avoir nos activités humaines. Ne serait-ce que pour construire des villes, il a bien fallu détruire les forêts, les clairières, les marais qui étaient dessus. Notre lycée est situé dans un endroit qu'on appelle le marais parce qu'autrefois, il y avait un marais ici. Et ce marais a été asséché puis détruit pour pouvoir construire dessus. On a également le réchauffement climatique, dont nous avons déjà parlé, qui provoque montée du niveau des océans, acidification des océans, etc. Tout ça va agir sur la biodiversité et va être responsable de ce qu'on appelle une crise majeure de la biodiversité, c'est-à-dire une perte extrêmement importante du nombre d'espèces. Il y a énormément d'espèces, alors des espèces de tout, que ce soit des espèces microscopiques ou des espèces macroscopiques, qui ont disparu ces dernières années, ces derniers siècles, à cause de l'action de l'humain. Et ça continue. Et même, ça s'accélère. On est de plus en plus nombreux et on fait de plus en plus de choses. Donc, on est responsable d'une crise majeure. Alors, je vous ai marqué en grande partie, il n'y a pas que l'humain qui est responsable de la crise actuelle, mais l'humain est responsable à plus de 99% de la crise actuelle. Soyons honnêtes. Il y a un autre effet de l'humain qui va être important, c'est l'effet du morcellement des habitats, de la fragmentation des familles, des habitats. Pourquoi? Si je fragmente les habitats, si par exemple j'ai une forêt, que je fais une route au milieu de la forêt, à la fin j'obtiens deux forêts, mais deux forêts de taille plus petite. Si j'ai des populations d'êtres vivants qui ne vivent que dans ces forêts, qui ne peuvent pas en sortir, je vais avoir des populations plus petites. Or, plus ma population est petite, plus j'ai de dérive génétique. Je l'ai dit juste avant. Plus j'ai de dérive génétique, plus j'ai un risque d'appauvrissement allélique, c'est-à-dire que je vais avoir des allèles qui vont disparaître de la population. Si ces allèles permettaient
de répondre à un changement d'environnement, par exemple un nouveau prédateur ou une pollution, comme je les ai perdus par dérive génétique, mes populations sont plus fragiles. Et donc, elles vont pouvoir disparaître. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On morcelle énormément, on fragmente énormément les habitats des êtres vivants, et ça provoque un énorme appauvrissement allélique des populations, et derrière une vulnérabilité qui peut provoquer l'extinction d'espèces. Alors, l'humain n'a pas tout à fait que des effets négatifs. Il y a aussi la création de nouvelles espèces par l'humain, principalement par sélection artificielle pour l'agriculture. Le chien, le chat, la poule, le cochon, la chèvre, le mouton, tout ça, ce sont des espèces qui ont été créées par l'humain au cours des millénaires, hein, mais ça a été créé par l'humain. Donc ça enrichit la biodiversité. Cependant, c'est très très loin de compenser la perte de la biodiversité. On en est vraiment très loin, hein. On détruit à peu près 10 000 fois plus d'espèces que l'on en a créées, au moins. Et ça, c'est vraiment le minimum. Ça se trouve, c'est peut-être beaucoup plus. On détruit peut-être 1 million de fois plus d'espèces que l'on en crée. Donc, même si on a eu un effet avec création de nouvelles espèces, on a globalement une perte extrêmement importante de biodiversité liée à l'humain. C'est pour ça qu'on parle de crise majeure de biodiversité. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve, j'espère, vendredi prochain. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Au revoir.